Bonjour Chloé, alors est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, alors je m'appelle Chloé RC. Par le passé, j'ai travaillé sur différents sujets qui sont surtout liés aux changements sociétaux et à l'humain dans l'entreprise. Et aujourd'hui, je suis chargée d'études spécialisées en management et en leadership. Alors pourquoi faire un état des lieux de la recherche sur la biologie du leadership? En fait, je pense que beaucoup de gens conservent quelque part un espoir autour l'idée d'un leader né, comme si les dirigeants pouvaient être des humains différents des autres. Et la volonté de Heart Leadership University, ça a été de faire le point sur l'existant au sein de la recherche scientifique concernant le leadership associé à la biologie. Du coup, l'idée, c'est de mieux comprendre le phénomène du leadership, qui est un phénomène animal et donc aussi humain, et que ce travail puisse s'ouvrir sur une réflexion sur l'orientation de l'humanité. J'ajouterais même que l'ambition, c'est aussi de sortir d'un déterminisme en faisant le point sur les réalités biologiques. Et c'est un travail qui est finalement loin d'être caricatural, qui offre beaucoup de nuances. Voilà. Pour faire ça, je travaille avec Fabienne Casalis, qui est chargée de recherche en sciences cognitives au CNRS. Alors quels sont les différents aspects du leadership sur lesquels tu t'es penché? Les interactions entre biologie et leadership, ça fait naître beaucoup de pistes de réflexion, et on les a organisées en 5 volets, finalement. Donc, le premier, c'est les déterminants biologiques du leadership. Donc, c'est la question de est-ce que les dirigeants, ils ont des caractéristiques biologiques distinguables ou non. Le deuxième volet qui en découle, c'est la question du born or made leadership, donc un débat qui n'est jamais tranché sur est-ce que le leadership est inné ou acquis. Dans un troisième volet, on viendra s'intéresser au dark factor. Donc ça, c'est les 9 traits sombres de la personnalité des dirigeants, notamment la psychopathie, le narcissisme, le machiavélisme, etc. En quatrième volet, on viendra parler de l'évolution du phénomène du leadership, qui en fait est directement issu de notre passé de chasseur-cueilleur, qui n'a pas beaucoup bougé depuis. Et enfin, en cinquième volet, on explorera l'intuition sous son aspect biologique. Très intéressant. Et est-ce que tu aurais quelques découvertes à nous partager dès maintenant sur des fausses croyances que nous aurions sur le leadership? Oui, il y en a plein et je peux vous parler de quelques-unes qui viennent du premier volet de la recherche, donc sur les déterminants biologiques, qui va sortir bientôt. 3 éléments qui me viennent à l'esprit. Le premier, qui est évident, c'est que la recherche suggère fortement que notre premier réflexe, c'est d'évaluer la capacité à exercer du leadership, mais aussi à d'autres compétences, sur la base des traits du visage de quelqu'un. Donc on se fait une première impression sur le physique. Les visages plus masculins sont en général associés au leadership. C'est aussi le cas d'une grande taille, d'une voix grave. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout ça, c'est une impression et ça préjuge en rien des réelles capacités d'une personne. Un deuxième sujet qui est intéressant, c'est la testostérone, donc qui est une hormone qui est présente chez l'homme et chez les femmes. En fait, au début des recherches sur la testostérone, les chercheurs ont plutôt associé l'hormone à de l'agressivité, de la domination. Euh, et en fait, aujourd'hui, plus les recherches avancent, plus on constate que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et donc, on a pu quelque part imaginer que les leaders ont plus de testostérone. Et en fait, ce n'est pas le cas. Ils n'en ont pas plus que la moyenne de la population. Et là où on a tendance à associer l'agressivité et la domination au leadership, finalement, ce n'est pas des traits qui sont des composantes d'un bon leadership. C'est plutôt une influence culturelle. euh, et on garde à l'esprit cette question d'influence culturelle tout au long de notre travail et des l'étude qu'on va publier, parce que les recherches qu'on trouve, elles sont très forte majorité occidentale. Et enfin, je peux vous parler un petit peu de génétique et d'entrepreneuriat, parce on s'est aussi penché sur l'entrepreneuriat. Les études génétiques, elles sont beaucoup menées sur des jumeaux et elles montrent que la capacité à entreprendre, évidemment, elle dépend largement de l'éducation qu'on a reçue et de l'environnement dans lequel on grandit.
mais les chercheurs ont aussi exploré des dimensions génétiques de caractère fortement associées à l'entrepreneuriat. Donc, ils sont comme ça allés voir l'aspect génétique de la prise de risque et de la capacité à repérer les opportunités, par exemple, qui sont deux qualités très importantes pour un entrepreneur. Et en fait, c'est deux qualités qui sont sous influence génétique pour partie. Voilà. Et donc, tout ça sera plus détaillé dans l'étude qui sera publiée, bien sûr. Merci beaucoup. Et donc, quand est-ce qu'on va pouvoir découvrir ces différents volets de l'étude? Alors, ils vont sortir un par un à partir d'ici jusqu'au début de l'été 2025. Merci beaucoup, Chloé. Merci.